Tout au long du règne des dinosaures, de nombreux animaux iconiques, majestueux ou terrifiants occupèrent notre planète. Mais s'il y en a bien un qui sort du lot, le chouchou des paléonerds, c'est bien ce bon vieux Tyrannosaurus Rex, le king du Crétacé supérieur. Actuellement, on pense qu'il fut non seulement le plus gros théropode connu, mais aussi le plus gros carnivore terrestre de tous les temps. On pourrait penser qu'aucun animal vivant à ses côtés n'aurait été en sécurité. Aussi bien le Triceratops le mieux équipé, l'Edmontosaurus le plus hargneux, ou l'Alamasaurus le plus gigantesque. Tous furent retrouvés avec des blessures, attribuées au roi des lézards tyrans. Cependant, malgré sa capacité à s'attaquer à un large éventail de proies tout aussi redoutables, il existe une exception. Un dinosaure qui n'a jamais été retrouvé avec des marques de morsure de T-Rex. Ce qui mena à l'idée que même les Tyrannosaurus n'osaient pas s'attaquer à cette créature. Voici l'indestructible Ankylosaurus. Grâce à son apparence assez particulière et ses diverses apparitions médiatiques, l'Ankylosaurus est bien connu du grand public, et ce depuis sa découverte au début des années 1900. En effet, un étrange mélange d'os, de dents et d'ostéodermes fut localisé dans la célèbre formation Hell Creek du Montana, aux États-Unis. L'holotype est considéré comme un spécimen adulte et choqua les paléontologues de par son armure impressionnante, les poussant à le nommer Ankylosaurus ou lézard rigide. Il reçut aussi le nom d'espèce Magniventris, signifiant ventre large, en référence à la section médiane de son corps très élargie, lui donnant une apparence bien particulière. À vrai dire, l'Ankylosaurus était si différent de tous les autres dinosaures découverts précédemment qu'il fallait créer un tout nouveau groupe juste pour lui, les Ankylosauria. Ils sont définis comme un clade d'ornithichiens herbivores, possédant des boucliers osseux fusionnés, ou ostéodermes, couvrant entièrement leur dos et leurs flancs. Au sein de ce groupe, l'Ankylosaurus appartenait à la famille des Ankylosauridae, dont les membres se caractérisaient par de massifs crânes triangulaires, des coups courts, des dos rigides, des corps larges et des ostéodermes encore plus épais que la moyenne. En plus d'être le premier à avoir été découvert, l'Ankylosaurus est resté la star de son groupe, étant aussi le plus grand ankylosaure connu à ce jour, les adultes mesurant entre 5,40 m et 10 m, tout en se tenant à 1,70 m de haut au niveau des hanches. Alors, ça ne semble pas si impressionnant que cela par rapport à d'autres herbivores, celui-ci est en effet bien plus petit qu'un éléphant. Mais les adultes pouvaient peser entre 5 et 8 tonnes, le rendant aussi lourd qu'un Triceratops, pourtant bien plus imposant, voire même que le Spinosaurus, le plus grand théropode connu. Ce qui peut porter à confusion, car ces deux dinosaures étaient proprement colossaux, et on pourrait se demander pourquoi l'Ankylosaurus était aussi lourd. Eh bien, la réponse est toute simple. C'était juste une bonne grosse boule. Notre Ankylosaurus était construit comme un véritable char d'assaut vivant, possédant des os à la fois courts, larges et compacts. Ceci lui offrait une bonne base défensive, mais le tout était renforcé par la présence d'une armure couvrant plus de la moitié de son corps. Et donc, ces immenses plaques ajoutaient un poids considérable sur le dos de l'Ankylosaurus. Ces structures osseuses étaient incrustées dans sa peau et couvraient son corps du museau à la queue, variant en taille et en épaisseur selon leur emplacement. À titre de comparaison, imaginez un peu le dos d'un croco, mais fois 100. Cependant, aucun spécimen n'a été retrouvé avec son armure en place, entre guillemets, ce qui signifie que les paléontologues ne savent pas vraiment comment les plaques étaient agencées. Mais la plupart s'accordent à dire que les plus grandes plaques étaient probablement concentrées près des zones les plus vulnérables, comme le cou, offrant la meilleure protection possible. De plus, on ne sait pas vraiment combien d'ostéodermes il avait au total, les estimations variant de 30 à plus de 100. Ce que les paléontologues savent en revanche, c'est que l'Ankylosaurus possédait des plaques très particulières, même au sein de ses cousins ankylosaures. En effet, ces ostéodermes étaient proportionnellement plus fins que la moyenne et présentaient un dessous creux. Bien que ça puisse paraître moins efficace comparé à une armure plus épaisse, cela bénéficiait en réalité à l'Ankylosaurus, lui offrant un niveau de flexibilité plus élevé que nombre de ses cousins. Ce qui, nous allons le voir, lui était très utile. Mais le plus important est qu'elle lui offrait une meilleure résistance aux morsures dites écrasantes, comme celle d'un certain T-Rex par exemple. La forme creuse crée ainsi une sorte de dôme, plus difficile à mordre, et permettant à l'Ankylosaurus d'endurer des niveaux de pression plus élevés sans que ses ostéodermes ne se brisent.
Comme si Mère Nature l'avait muni du contre parfait face au Rex. C'est beau l'évolution. En plus de cela, l'Ankylosaurus disposait encore d'un autre atout défensif, des fibres de collagène placées de façon aléatoire sous son armure. Ces fibres étaient bien plus épaisses que celles observées chez les animaux blindés actuels, comme les crocodiles ou les tatous, et aidaient l'Ankylosaurus à répartir les contraintes mécaniques, absorber les chocs, rattacher entre eux les ligaments et les muscles, et favoriser la croissance et la réparation des ostéodermes. Dans l'ensemble, ces fibres combinées à ces plaques faisaient de l'Ankylosaurus l'un des animaux les plus coriaces, si ce n'est le plus coriace, de toute l'Amérique du Nord au Crétacé. Des études ont même montré que son armure était assez solide pour résister à des tirs d'armes automatiques. Mais outre ces stats défensifs de zinzin, l'Ankylosaurus possédait aussi un autre outil dans son arsenal, ou plutôt une arme. Quelque chose qui faisait de lui l'une des bestioles les plus redoutables du continent, sa légendaire massue au bout de la queue. Comme son dos, elle était aussi recouverte d'ostéodermes, 2 grands sur les côtés, 2 petits à l'extrémité et quelques autres au milieu. Les spécimens récupérés montrent que cette massue pouvait atteindre 57 cm de large pour un poids d'environ 23 kg. Ainsi, cela reste un poids significatif, tout en étant assez léger pour que l'Ankylosaurus puisse la manier facilement. Pour cela, il était aidé par la présence de gros muscles et de tendons ossifiés, suggérant qu'il pouvait balancer sa queue avec une vitesse hallucinante, générant une énergie cinétique considérable. Une étude récente a montré que les grands individus pouvaient frapper leur cible avec plus de 20 000 newtons à l'impact, largement suffisant pour vous réduire en bouillie. Tandis qu'un autre test révéla qu'il pouvait la balancer avec une force d'impulsion allant jusqu'à 4800 newtons par seconde. À titre de comparaison, un joueur de baseball professionnel ne swingue sa batte qu'à 13 newtons par seconde, rendant donc un coup de queue de notre dino potentiellement 370 fois plus puissant qu'un coup de batte. Bref, une arme absolument redoutable. Mais pendant longtemps, personne ne s'accordait vraiment sur qui était la cible de cette queue. Et en réalité, le débat est toujours en cours, car aucun théropode ne fut retrouvé avec des os endommagés par des coups de massue. Donc pour le moment, on ne sait pas si elle a paru spécifiquement pour la défense contre les prédateurs. De plus, il semble qu'un autre petit ankylosaure, le Zool, aurait utilisé sa massue pour frapper d'autres membres de sa propre espèce, peut-être lors de combats pour les femelles. Ceci mena donc à une nouvelle hypothèse assez solide, proposant que les massues des ankylosaures en général étaient principalement conçues pour se battre entre eux. Cependant, la plupart pensent toujours que notre Ankylosaurus utilisait sa massue pour se défendre du T-Rex de temps en temps. Les reconstitutions montrent qu'il avait une portée de frappe assez large à l'arrière, précisément l'endroit où un grand prédateur pourrait frapper en premier lors d'une embuscade. De plus, d'autres preuves indirectes soutiennent aussi cette hypothèse. Le groupe le plus proche des Ankylosauria, les Stegosauria, possédait des armes similaires et n'hésitait pas à les utiliser contre les théropodes. Ceci démontré par un Stegosaurus particulièrement vicieux ayant empalé un Allosaurus dans une zone sensible. Allez donc voir la vidéo sur le Stegosaurus pour plus de détails. Par ailleurs, plusieurs animaux actuels sont connus pour utiliser des structures similaires contre des prédateurs. Des armes designées pour les combats entre mâles, mais très utiles contre les autres menaces, telles les bois des cerfs ou les cornes des taureaux. Donc, rien n'empêche les Ankylosaurus de matraquer tout ce qui passait à leur portée, aussi bien un paisible congénère qu'un prédateur assoiffé de sang. Combiné à sa taille et à son armure, cela faisait des grands adultes une proie quasiment impossible pour le Tyrannosaurus Rex, et je ne parle même pas des autres prédateurs, comme les droméosaures ou les grands ptérosaures. Mais malheureusement, les juvéniles n'étaient pas aussi bien défendus et représentaient probablement des cibles de choix pour les carnivores. Les jeunes spécimens n'avaient en effet pas encore leur armure et leur massue caudale, les laissant à la merci des monstres de Hell Creek. Pour compenser, les jeunes auraient pu se regrouper durant leurs premières années afin de dissuader la plupart des prédateurs. Ces petits groupes auraient réduit les chances qu'un individu soit isolé, même si cela n'aurait probablement pas marché avec un T-Rex adulte. Mais une fois arrivés à maturité, tout changeait totalement, car les Ankylosaurus étaient probablement des solitaires, leur armure et leur massue à elles seules offrant une défense bien suffisante. Et comme ils ne se déplaçaient pas en troupeau,
l'Ankylosaurus n'était donc pas un ingénieur écologique comme on le pensait auparavant. Ce qui veut dire que contrairement aux hadrosaures ou aux éléphants actuels, qui modifient les écosystèmes en écrasant et en mangeant la végétation à grande échelle, l'Ankylosaurus n'aurait pas eu un grand impact sur son environnement. Après, cela ne signifie pas pour autant qu'il avait un petit estomac. Au contraire même, il devait avoir un appétit féroce vu sa taille. Son corps très bas et son large museau suggèrent qu'il se nourrissait des fougères et arbustes de l'époque. Or, ces aliments n'étaient clairement pas les plus calorifiques, ce qui obligeait un adulte à manger plus de 60 kg de végétation par jour, une quantité similaire à celle consommée par les grands éléphants. Ce chiffre aurait pu être plus faible si l'Ankylosaurus consommait aussi des fruits ou certains invertébrés pris dans la végétation. Mais quoi qu'il en soit, il est clair qu'il mangeait de très grandes quantités de nourriture, ce qui nécessitait donc un système digestif de compète capable de traiter tout ça. Son premier atout était ses dents, celles-ci de forme cuspide, avec d'intéressantes protubérances tout du long, ce qui aidait à couper l'épaisse cuticule des végétaux. Il possédait aussi un bec, lui permettant d'arracher facilement les feuilles et les petites branches, même sur les arbustes les plus coriaces. Et une fois à l'intérieur de son corps, on pense que l'Ankylosaurus disposait d'une autre caractéristique unique aidant à la digestion, son tube digestif qui aurait pu fonctionner par fermentation. Ce processus utilise l'aide de bactéries symbiotiques pour décomposer la nourriture et en extraire les nutriments, un phénomène courant chez les grands herbivores modernes comme les bovins ou les rhinocéros. Du coup, une telle fermentation nécessite de grandes cuves, si je puis dire, amenant ainsi un abdomen très large, ce qui explique pourquoi la section médiane de son corps était aussi imposante et d'où vient son nom, Ankylosaurus magniventris. Cette technique de digestion lui aurait peut-être offert un avantage sur les autres herbivores, ceci renforcé par ses capacités olfactives. La structure de ses cavités nasales et la grande taille de son bulbe olfactif suggèrent qu'il possédait un odorat exceptionnel, capable de lui indiquer des sources de nourriture assez éloignées ou cachées sous une épaisse couche de matière en décomposition. Là où le Triceratops fut le taureau du Crétacé, l'Ankylosaurus en était peut-être le sanglier. De plus, son odorat était probablement son principal moyen de détecter les prédateurs à proximité, car sa vue laissait vraiment à désirer. Un autre domaine qui faisait défaut à l'Ankylosaurus fut sa vitesse, sa carrure massive et ses petites pattes le rendant sans doute terriblement lent, pas plus rapide qu'un humain en train de marcher, avec d'éventuelles accélérations en cas de danger extrême. Mais bon, au vu de toutes ses défenses, il n'avait tout simplement pas besoin d'être très rapide pour prospérer. Il put ainsi conquérir une vaste région, englobant le nord-ouest des États-Unis et du Canada. Au sein de son aire de répartition, les fossiles indiquent une préférence pour les plaines inondables ou les lisières, le tout dans un climat subtropical. Comme on pouvait s'y attendre, ces zones grouillées de vie, dont la fameuse formation de Hell Creek. Ainsi, l'Ankylosaurus vivait aux côtés de nombreux dinosaures bien connus, avec le T-Rex, Denversaurus, Dracorex, Pachycephalosaurus, Platytolus, Spherotolus, Stygimoloch, Taurosaurus, Triceratops, Leptoceratops, Tatankaceratops, Edmontosaurus, Tesselosaurus, Ornithomimus, Triarchunkus, Nanotyrannus, Struthiomimus, Anzu, Achiroraptor, Avisaurus, Dakotaraptor, divers troodontidés et quelques oiseaux. Évidemment, de nombreux animaux plus petits et discrets étaient aussi présents, avec une myriade d'insectes, mollusques, grenouilles, salamandres, actinoptérygiens, chondrichtiens, ptérosaures, tortues, lézards, serpents, le Champsosaurus et certains crocodilomorphes comme le Borealosuchus et le Brachycomsa. Et enfin, malgré les apparences, vous aviez aussi des mammifères à foison avec Cimolomis, Cimolodon, Cimexomis, Eccenodon, Minuscoessus, Mesodma, Stygimis, Paressonodon, Alphadon, Didelphodon, Leptalestes, Nanocuris, Protalphadon, Altacreodus et un certain Purgatorius. Un animal très important pour ce qui va suivre au Cénozoïque. Un tel niveau de diversité était rendu possible par la présence de larges et nombreux cours d'eau permettant le développement d'une grande abondance d'angiospermes, de conifères, de fougères, de mousses, des premiers vrais arbustes fruitiers et d'épiphytes. Des études sur les sédiments montrèrent aussi que ces régions étaient sujettes à quelques moussons,
des tempêtes tropicales et des feux de forêt de temps en temps, signe d'un écosystème sain et assez animé. Or, ceci réussit plutôt bien à notre ami blindé, car la richesse de ses environnements lui permit de prospérer de 68 à 66 millions d'années. Cela dit, les paléontologues notent qu'il n'était pas l'animal le plus abondant du coin, seulement 1% des découvertes à Hell Creek étant des ankylosaurus. Ce qui signifie qu'il n'avait probablement pas beaucoup de petits, ou que la plupart passaient la casserole, et suggère encore une fois qu'il n'était pas une créature très sociale. Ce faible nombre a peut-être aussi joué un rôle dans sa disparition, lors de l'extinction crétacé-tertiaire, car sa nature plutôt lente l'aurait rendu particulièrement vulnérable face à la destruction de son habitat par les flammes. Car oui, quand vous avez un animal tellement résistant que même le T-Rex n'osait l'attaquer, seul un impact d'astéroïde aurait pu mettre fin à notre Ankylosaurus. Mais la disparition des dinosaures non-aviens ne signifie pas pour autant la fin du règne des reptiles géants. Et même durant le prétendu âge des mammifères, notre planète était sous la domination de reptiles absolument terrifiants, tels les Sebekidés et les Matsoïdés. Je vous laisse donc découvrir ces monstres disparus, et on se dit à la prochaine aux Eaux perdues.